مرحبا بكم à tout le monde. Donc, je suis vraiment contente de participer à ces formations pour les doctorales de l'AUF. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je suis Sahar Beshri. Je suis à la base et jusqu'à présent enseignante universitaire à l'IHEC. Donc, je suis économiste de formation et depuis 2015, je gère Magazine Managers et on a fondé en 2015 un programme pour les femmes entrepreneurs. Donc, c'est dans la valorisation, mais on a aussi des programmes dans l'accompagnement et dans l'export readiness. Donc, on accompagne les femmes, les projets qui sont lancés par des femmes à exporter en Afrique. Donc, voilà, et c'est dans ce contexte que voilà, Connect Innov ont eu la sympathie de me faire participer à ce programme. Donc, aujourd'hui, on va parler de techniques de pitch et de prise de parole. Donc, vous êtes en train de préparer un projet et vous allez être appelé à pitcher ce projet plein de fois. Donc, prise de parole, je pense que certainement la plupart d'entre vous vous enseignez. Donc, je pense que vous avez une certaine aisance, mais je pense, voilà, il y a quelques techniques, il y a quelques petites astuces qui peuvent vous aider à avoir une communication qui est plus impactante. Alors aujourd'hui, c'est quoi les objectifs de cette heure de formation? C'est d'abord, voilà, pour que vous sachiez comment capter l'attention du public. On est dans une période, voilà, dans une ère où on est submergé par l'information. Le public, voilà, l'auditoire est vite la concentration échappe rapidement. Et vous, quand vous présentez votre projet, vous voulez qu'on retienne ce que vous dites. Vous voulez qu'on mémorise les points forts de votre projet. Donc, on va voir comment vous allez le présenter et quelles techniques peuvent vous aider un petit peu à avoir une prise de parole impactante et comment vous allez un petit peu gérer vos émotions, que ce soit du stress, du trac, quand vous prenez la parole. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cette heure de formation. Donc, quand on communique, il y a 3 canaux. Donc, il y a ce qu'on dit, il y a comment notre corps réagit quand on le dit, et il y a la manière dont les mots vont sortir. Donc, le premier, c'est le verbal, c'est le discours, et en l'occurrence, dans ce cas, ça va être le pitch. Le deuxième, c'est toute ma gestuelle, c'est toute ma posture. Et le troisième canal, c'est le non-verbal. Alors, il y a plein d'études qui vous disent que 15, 20, 30% de ce qu'on retient, voilà, de l'importance, c'est le verbal et tout le reste, c'est le non-verbal. Je n'ai pas la science infuse pour donner des chiffres, mais ce qu'on sait certainement, c'est que la manière de dire les choses, elle compte énormément. Il y a des speakers, il y a des orateurs qui peuvent ne pas dire des choses extraordinaires. Ils n'ont pas inventé le monde, ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont pas fait d'invention. Mais ils disent tellement bien les choses qu'on a l'air que c'est waouh. On a l'air que c'est vraiment impactant. Donc, en matière de prise de parole, la forme, elle importe plus que, voilà, au même titre, voilà, sinon plus que le fond. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que la forme est liée au fond. Si on ne maîtrise pas le fond,
si on maîtrise pas le verbal, on va certainement être mal à l'aise dans le paraverbal et le non-verbal. Donc, pour maîtriser pour revenir à ces chiffres-là, le verbal, il est très important dans la manière où ce que vous allez vous dire et la structure et de ce que vous allez dire va vous donner une confiance qui va impacter le verbal et le non-verbal. Et les gens, finalement, vont voir ce verbal et ce non-verbal, mais ne savent pas que, in fine, c'est aussi lié au verbal. Donc, pour nous, ici, le verbal, ça va être le pitch. Donc, on va savoir comment on structure un pitch, comment on prépare un pitch, quels sont les éléments qu'on doit mettre dans un pitch. D'accord? Donc, le pitch, c'est un petit peu le contenu que vous allez communiquer à un jury, à des investisseurs, à des clients. On pitch tout le temps. On pitch, on est en train de vendre quelque chose. On est en train de vendre une idée. On est en train de vendre un concept. On est en train de vendre un mindset. Même avec les collaborateurs, vous allez pitcher. Vous allez pitcher la manière dont vous fonctionnez, la culture d'entreprise que vous voulez mettre en place. Donc, dans la vie, on est finalement tout le temps en train de pitcher et on est tout le temps en train de communiquer sur quelque chose qu'on veut défendre. Donc, c'est un petit peu ça, in fine, qu'est le pitch. Alors, un pitch se structure en 3 parties. D'abord, une introduction percutante, ce qu'on appelle un hook. Allez, elle est censée attirer l'attention du public. Voilà, la phrase l'olania, c'est elle qui va faire de telle sorte que les gens vont vous prendre au sérieux, vont dire que voilà, c'est une personne qui est en train de dire des choses intéressantes. Là, on sent qu'il y a de l'intelligence. Voilà, ouais, bon, c'est du déjà vu, quoi. Ok, donc implicitement, inconsciemment, l'attention de votre interlocuteur, de votre auditoire, elle va partir. Donc ça, c'est vraiment un petit peu de la psychologie humaine. Qu'est-ce que je peux dire à ces gens-là pour les accrocher? Dans mon histoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut choquer? Et plus vous êtes dans la surprise, plus vous êtes dans l'intrigue, plus vous êtes dans quelque chose qui n'est pas attendu, et plus vous allez susciter l'intérêt de votre auditoire. Après, donc ça c'est ma première partie, c'est le marketing de ce que je vais dire après. Après, je vais avoir mon développement, quoi. Tout ce que je veux dire et comment je vais le dire. Et à la fin, je vais terminer par une conclusion. Donc, c'est un plan en 3 parties très basique. Mais sauf que l'introduction, c'est pas l'introduction d'un document, là, d'un rapport ou d'un chapitre. Et la conclusion n'est pas la conclusion d'un document, voilà, d'un rapport, voilà, d'un chapitre. La conclusion, c'est un call to action. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez laisser mémoriser chez ces gens-là? De quoi vous voulez qu'ils se rappellent quand ils vont vous évoquer ou se rappeler de vous ou penser à votre projet? D'accord? Donc, c'est vrai que c'est une intro, un développement et une conclusion, mais ce qu'on met, c'est pas du tout la même chose quand vous rédigez un document de recherche. D'accord? On n'est pas censé introduire, on est censé choquer, intriguer, on est censé surprendre, et après, on développe selon une certaine démarche, et après, in fine, qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que j'attends de cet auditoire-là? De quoi j'ai besoin? Et comment je vais le dire de telle manière qu'ils vont se rappeler de moi, qui vont dire, voilà, il y a quelque chose de spécial ici. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, ils disent que c'est clair, Madame Sahar. D'accord, c'est bon, donc je continue. J'étais où là, moi? Voilà. Pardon. Attends. Je suis revenue au. Je ne sais pas si le partage a été arrêté chez vous. C'est bon, C'est c'est bon? OK. On le C'est voit. OK. Très bien. Ah, très bien. OK. Juste, il y a une question entre-temps, Madame Sahar, si vous voulez la répondre ou... Oui. Je préfère prendre au fur et à mesure les questions. Alors, il y a une question de Heba. Elle vous dit, vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer les canaux de communication, en particulier le deuxième canal, le paraverbal. Merci. Ben, très bien. Hiba, on va avoir un slide après sur ça. On va commencer par le pitch qui est le verbal. Après, on va traiter le paraverbal. Après, on va traiter le non-verbal. On va les traiter après. Mais pour que vous sachiez, c'est tout ce qui se rapporte avec le corps. D'accord? Ma posture, mon regard, mes mains. C'est ça le paraverbal. Le non-verbal, c'est tout ce qui se rapporte à la voix. Mais on va le voir après. On va commencer par le premier canal qui est le verbal, qui est dans ce cas précis, le pitch. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ben, donc, comme je vous ai dit, au début, là, maintenant, on est dans le développement du pitch. Alors, au début, l'idée est simple. Comme j'ai dit dans l'introduction, il faut embarquer votre auditoire. Qu'est-ce que ça veut dire embarquer votre auditoire? Il faut réellement acheter son attention, capter son attention. Donc, vous allez commencer par d'abord dire en une phrase que fait la start-up, voilà le projet. Et très rapidement, votre vision. C'est quoi votre mission? Voilà, c'est quoi votre mission? Vous ne rentrez pas dans le détail. C'est vraiment, vous nommez la start-up, une start-up en mécatronique. Nous sommes par exemple une start-up je ne sais pas moi, en mécatronique, voilà, je ne sais pas, en biologie. Et notre vision, c'est que les vaccins, et nous donnons comme la mission de rendre les vaccins accessibles à tout le monde. Voilà, les vaccins contre telle pathologie accessibles à tout le monde. Nous voulons un monde où tout le monde a accès aux soins. Voilà, on est tel et tel, et on travaille pour que tout le monde ait accès aux soins. Donc déjà, vous embarquez l'auditoire dans une vision, vous leur montrez que vous avez une vision, que vous n'êtes pas là par hasard. D'accord? Mais là, vraiment, très rapidement. Après, vous allez identifier un problème. Le projet MTACOM, il vient résoudre un problème. Donc, ce problème-là, vous devez l'identifier. Alors, vous devez le décrire d'une manière spécifique. Vous avez, je ne sais pas moi, telle maladie, je ne sais pas, telle maladie, les médicaments qui existent ont des effets secondaires qui sont très nocifs pour les diabétiques, par exemple. Donc, votre marché, c'est les diabétiques. Voilà, ont des effets secondaires pour les jeunes qui sont en croissance. Voilà. Donc, après, vous devez montrer l'importance de ce problème. Mais ce n'est pas un problème mineur. Ce n'est pas un problème qui simplement ramène un petit peu de... Voilà, c'est un petit bobo. Voilà, c'est un problème voilà, qui impacte la vie des gens, qui a des répercussions sur l'environnement, sur la santé, sur social, sur l'équilibre familial. Je ne sais pas, moi, je vous donne des idées, ce que vous voulez un petit peu, il identifie par rapport
à son projet et ce que vous devez faire. Donc, c'est un problème qu'il est urgent de résoudre. OK? Après, donc vous arrivez en sauveur et vous dites, voilà, ce problème que nous avons expliqué, nous avons ramené la solution pour ça. D'accord? Donc, c'est un projet qui vient en réponse à en réponse à un besoin de marché, en réponse à un problème identifié auquel les autres n'ont pas trouvé de solution avant. D'accord? Et là, ce qui est intéressant, c'est de souligner que voilà en quoi nous distinguons de nos concurrents. C'est un petit peu, donc vous pouvez à la limite après, vous êtes en train de préparer, on passe de la solution proposée à la valeur proposée. D'accord? Donc ici, c'est important de dire, voilà, notre solution, elle règle tel et tel problème et elle a telle et telle caractéristique et c'est important de, voilà, un petit peu de mettre en avant ce qui vous caractérise. Et c'est là où on va partir sur la valeur unique, la valeur ajoutée, de selling value. C'est-à-dire, vous allez mettre en avant votre proposition de valeur qui n'est autre que vos avantages compétitifs par rapport à vos concurrents. Donc ici, il y a pas mal de start-upers, généralement, ils font un tableau. Donc, ils prennent les critères voilà, qui caractérisent l'expérience client, voilà, le prix, voilà ce qui peut distinguer les concurrents et ils mettent les features, voilà, ce que a voilà, en son actif chaque concurrent et généralement, c'est pour montrer que votre startup, elle est sur toutes les caractéristiques qui améliorent, voilà, qui rendent l'expérience client intéressante et satisfaisante. Alors, ce qu'il faut faire, là, il faut faire attention, c'est que quand on fait la proposition de valeur, alors, c'est du point de vue du client. Le consumer, là, c'est très important. Vous pouvez venir dire, vous êtes en train de voilà, de construire, de fabriquer un produit. Vous dites, c'est par exemple, c'est du textile, vous dites que c'est un tissu imperméable et qui arrive à tenir chaud. Mais l'attente du client n'est pas dans l'imperméabilité. Il s'en fout qu'il soit imperméable ou pas, le client. Par exemple, le client, ce qui est important pour lui, c'est le design. Ce qui lui est important pour lui sont les accessoires. À ce moment-là, la caractéristique MTAC n'est pas une proposition de valeur. C'est simplement une caractéristique qui vous semble, vous, importante. Mais elle n'est pas pour le client. Donc, ce n'est pas une selling value. Donc là, c'est important, c'est réellement important de comprendre les attentes de votre cible, de travailler sur le persona de votre cible. Et c'est là où on va au marché cible. C'est-à-dire vous devez identifier le problème, c'est un problème, qui est la cible, qui est le marché qui peut être intéressé, voilà, qui subit ce problème, voilà, qui va le subir. Et là, ce qui est important dans le pitch, c'est de mettre en avant que c'est un marché qui est en croissance, qui a une opportunité. Des investisseurs, ce qui les importe, si tu pitches devant des investisseurs, ce qui est important, c'est que combien vous allez vendre. Et combien vous allez vendre, c'est vous allez vendre à un marché. Donc, quelle est la taille de ce marché? Qui sont les personnes qui peuvent acheter ce produit? Comment on peut les évaluer et comment ce marché est appelé à croître ou à augmenter. Donc, et c'est là où réellement on mesure l'opportunité économique.
est-ce que réellement il y a une opportunité d'investir dans ce projet-là? Est-ce que le marché de ce projet, il est censé augmenter ou est-ce qu'il y a peut-être des textes de loi qui peuvent venir entraver ce marché ou le fermer ou est-ce que il y a un problème par rapport à ça? Donc, des éléments que vous devez considérer. Ce marché dans le contexte macroéconomique, comment il est censé évoluer? Quels sont ses risques? Est-ce qu'il y a des risques réglementaires, législatifs? Est-ce qu'il y a des risques culturels? Mais si vous voulez un petit peu aller sur d'autres marchés. Ça, c'est mon marché naturel. Moi, je vais commencer, par exemple, sur tel malade en Tunisie et après, je veux partir en Afrique. Mais en Afrique, est-ce que la réglementation le permet? Est-ce que culturellement, les gens adoptent ce produit-là? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Après, et ça, c'est ce que vous allez montrer dans votre pitch. Maintenant, le travail sur la cible, en quoi il est important aussi? Je reviens à ma proposition de valeur. Quand je travaille sur ma cible, je suis en train d'évaluer, voilà, sur un marché, voilà, sur les marchés éventuels, je dois examiner, je dois m'approfondir sur les attentes de cette cible. Quelles sont, ok, je connais son problème, mais quelles sont ses attentes par rapport à ce problème? Et c'est en fonction de ces attentes-là, que je peux formuler ma proposition de valeur. Parce que c'est une proposition de valeur qui va venir répondre à cette attente-là. Donc, elle va venir améliorer cette expérience de ce client, cette expérience avec ce client-là. Alors, c'est très, très important d'avoir ça en tête. Quelle est ma cible? Donc, bien sûr, dans la cible, il y a le marché, il y a l'aspect un petit peu macro ou méso qui est le marché et c'est ce qui va faire que mon projet, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il n'est pas rentable, est-ce qu'il y a réellement un accès marché ou pas. Mais à part ça, ce que je dois aller sur une échelle un petit peu plus micro, plus individuelle dans l'étude de cette cible-là pour examiner ses attentes, pour examiner ses besoins réels, ce qui est important pour elle, ce qui n'est pas important pour elle, pour pouvoir formuler ma proposition de valeur, qui va être mon argumentaire de vente après, qui va être aussi mes éléments de langage et ma base de travail pour mon marketing et ma communication. D'accord? Donc ça, c'est la partie cible. Après, ce qui intéresserait, ce qui mettrait en valeur votre projet, c'est les users, c'est le nombre de users. C'est combien de personnes elles adoptent votre solution, si vous êtes une solution ou une plateforme, c'est combien de personnes achètent ce produit. Donc, vous devez montrer qu'il y a d'abord une communauté, et là, idéalement, vous montrez qu'il y a une communauté qui adopte le produit, la solution, parce que quand on parle communauté, on insinue aussi fidélité, donc il y a moins de risques. Et après, vous devez montrer que ces gens qui adoptent votre produit, voilà, votre solution, sont en train d'augmenter. Donc, ce qu'on appelle la traction est en train d'augmenter. Ça rassure parce que c'est un indicateur d'accès marché, que vous êtes en train de construire votre marché à vous, d'accord? Qui est une part cible اللي كنت تحكي عليها قبل. فهمت؟ Et quand vous parlez des traction, c'est important de dire ce que vous avez fait, les réalisations que vous avez fait. Vous avez réussi à onboarder avec vous, je ne sais pas moi, 1000 users, active users, 2000, 3000, 4000. C'est un chiffre qui croît tous les mois pour dire que voilà, vous êtes sur un trend croissant. Mais c'est important aussi de valoriser les partenariats. Alors, c'est quoi un partenariat? Un partenariat, un partenaire, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une institution qui me permet d'atteindre mon objectif marché ou à la client ou à la vente, il y a plus rapidement, il y a d'une manière beaucoup plus accélérée en termes de volume. Ce n'est pas le fournisseur, ce n'est pas le client,
Si par exemple, عندك une solution pour de chaises roulantes, vous allez avoir comme partenaire l'association qui appuie les handicapés, par exemple. Pourquoi? Parce qu'être en contact avec cette association va vous permettre d'être en contact avec vos prospects. Vous allez prospecter les clients, vous allez faire 10 ou 5 prospects par semaine. L'association AVIA fait un événement dans une activation. Vous allez être en contact avec peut-être 50 ou 100 fard marra. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps et des ressources. C'est ça un partenariat. Et donc, c'est très important d'avoir un mapping sur tout l'écosystème, sur tout ce que fait la société civile et de dire quels sont les partenaires qui peuvent être intéressés pour moi. Et après, réfléchir un partenariat, c'est dire, voilà, qu'est-ce qu'il peut m'apporter lui, mais qu'est-ce que je peux lui donner moi? Parce que c'est bien de devenir un partenaire pour nous. OK, on va faire ça et ça, moi, j'ai besoin de ça et ça. Mais pourquoi il va être intéressé à vous? Pourquoi, même s'il le fait amicalement une fois, si vous voulez que ça soit pérenne, il faut que ça soit du win-win. Il faut que lui, qu'il trouve son compte et que vous trouvez votre compte. Et c'est comme ça que vous bâtissez une relation de partenariat qui est stable, qui est pérenne et qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la traction. Donc, un partenariat, ça se réfléchit, c'est toute une stratégie à mettre en place et à réfléchir et ça fait partie de la stratégie marketing. Après, vous devez parler, donc là, je ne sais pas pourquoi le titre ne paraît plus, mais c'est le business model. Après, vous devez montrer à votre jury, voilà, à vos investisseurs, voilà, les personnes en face desquelles vous pitchez, c'est quoi votre business model? Alors, je pense que vous avez vu Contest Mafi Wafé, je pense que vous avez déjà vu une formation. Alors, c'est réellement de dire comment vous générez de l'argent. Il y a une activité principale, mais aussi, généralement, on peut toujours réfléchir à faire des activités annexes. Quelle est votre stratégie de monétisation? Quelles sont les différentes activités que vous pouvez rajouter, que vous pouvez, voilà, quel type de cibles annexes, parce qu'on a toujours les cibles, le noyau dur de la cible, c'est comme une stratégie marketing voilà, de com. Il y a un noyau dur qui est mes clients, voilà, les clients, les principaux clients, hein, mon noyau dur. Et après, vous avez des cercles concentriques qui sont autour. Et il y a certainement un cercle un petit peu lointain auquel vous pouvez vendre quelque chose. Hein. Donc là, ce que vous pouvez générer comme revenu, il faut montrer aux investisseurs toutes les sources de génération de revenus pour vous dire qu'il n'y en a pas une seule, c'est pas risqué, parce que vous devez montrer à la fin, je peux générer, j'ai un marché, que j'ai un marché. Je connais bien ses attentes et ses besoins et ma solution répond à ces attentes-là, c'est ma proposition de valeur. Et après, je dis, voilà comment que cette cible-là va me payer, mais je peux aussi, il y a des cibles annexes, je peux aussi générer une partie de revenus maintenant et que voilà, je sais réellement comment je génère des revenus de telle manière que mon business soit pérenne et qu'il soit stable et rassurant pour les investisseurs. Alors, la génération de revenus, vous avez une activité qui est cyclique. Une rentrée d'argent tous les mois. Par exemple, vous avez une rentrée d'argent tous les trimestres, tous les semestres. C'est là où c'est intéressant de trouver d'autres stratégies de monétisation. Qu'est-ce que vous pouvez monétiser
autres manières, quelles sont les autres choses que vous pouvez monétiser qui peuvent vous ramener de la trésorerie lorsque vous n'en avez pas. Les 2 mois, oui, tu ne génères pas de revenus firmes. Et c'est là ce que vous devez montrer. J'arrive à lisser mon revenu, à avoir un lissage de mon revenu et que tous les mois, il y a des charges, mais tous les mois aussi, j'ai une source diverse de revenus. Ça, bien sûr, on n'arrive pas tout le temps à le faire, mais on peut réfléchir et certainement, Hichem, il est rentré dans les détails par rapport à ça. Après, c'est important de montrer l'équipe fondatrice. Alors, quand on montre alors l'équipe fondatrice, ce n'est pas juste un slide où voilà, X, Y et Z. Ce qu'on cherche derrière, c'est qu'il n'y a pas un seul fondateur. C'est qu'il y a au moins 2 ou 3 cofondateurs. C'est que ces cofondateurs se complètent. C'est que si c'est une plateforme, il faut que le CTO, il est préférable que le CTO soit associé. Si c'est une plateforme et qu'elle se repose, voilà, que le business il se passe sur une communauté, il faut que le CMO, le Chief Marketing Officer, qui soit aussi cofondateur. Pourquoi? Il faut que les intérêts de ces gens-là soient alignés. Ce qu'on montre quand on parle de l'équipe avec un projet, c'est d'abord qu'ils ont des compétences exceptionnelles qui servent ce projet-là. C'est ce que je dois mettre en place. Hein. Quand on dit ensemble, on fait 50 ans d'expérience ou à 40 ans, ça n'a absolument aucun sens. Ce qu'il veut dire, c'est d'abord quelle est la compétence en chacun qui est à même de servir un projet. Le projet est il est expert en, je sais pas, en biologie moléculaire, qui est le cœur de mon métier. Voilà. Là, je peux dire qu'il a 4 ans, voilà, 5 ou 10 d'expérience en ce truc-là. Donc là, d'abord la singularité de la compétence et sa pertinence par rapport à l'objet de l'activité du projet. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la complémentarité entre les profils. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir 2 biologistes, par exemple. Oui, nous l'apport. Quelqu'un qui est du métier et quelqu'un qui est du business, qui va être le CMO, qui va être… donc ça, la complémentarité entre les profils, elle est très importante et essayez de faire ressortir ceci dans vos slides. Et encore une fois, quand c'est des postes qui sont assez, je dirais pas, disons, stratégiques, il est important qu'ils soient dans le tour de table et qu'ils soient cofondateurs. Après, donc ça, c'est la conclusion. Donc là, on a mis tous les manières, je résume un petit peu. On a commencé par identifier un problème. On a dit qu'on a la solution pour répondre, que voilà, on n'est pas tout seul, il y a des concurrents, mais on a une singularité par rapport à ces concurrents-là. Le marché qui est touché par ce problème-là, nous, on va travailler avec cette cible, 10% de ce marché, 15%, 20%, 5%. La cible, on connaît ses attentes et on lui propose cette proposition de valeur qui va améliorer son expérience client et qu'on est les meilleurs à faire ceci. D'accord? Après, voilà, aujourd'hui, nos clients qui nous ont déjà fait confiance, voilà, nos active users, sur lesquels on est en train de tester le produit, d'améliorer et de montrer qu'il y a une augmentation de la demande, qu'il y a un travail sur la solution, sur le produit qui est continu en fonction de ces feedbacks-là. Et après, voilà, on sait générer de l'argent. On s'est ramené de l'argent à notre business model. On est conscient, par exemple, que notre business est cyclique. On est conscient qu'il y a un risque, voilà, et on a d'autres sources de revenus, voilà lesquelles. Et après, voilà, il y a des gens qui sont compétents, qui se complètent, qui sont complètement investis pour ce projet, et on montre l'équipe de projet. Ça, c'est le développement. On finit par un call to action. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez
un financement? Est-ce que vous cherchez un partenariat? Est-ce que vous cherchez à ce que ces gens-là vous mettent en contact avec des clients B2B ou à la manière vous facilite l'accès marché? Qu'est-ce que vous voulez derrière ce pitch? Est-ce que vous voulez un prix, c'est-à-dire vous faites pour que vous gagniez un prix, auquel cas vous devez dire pourquoi vous pensez que vous méritez ce prix-là. Qu'est-ce qui fait en tout, dans tout ce projet, dans tout ce que vous racontez, quel est le point par rapport aux autres qui fait que vous méritez, et c'est là, vous allez essayer de terminer toujours avec quelque chose sympathique, de l'humour, un hook qui leur permet de se rappeler de vous. Parfois même d'un petit message émotionnel qui montre un petit peu votre authenticité. Donc voilà. Et ce qui est important après, c'est d'adapter dans tout ce qu'on a dit. C'est voilà, qui m'a dit comme vous pouvez pitcher devant plusieurs types de personnes. Que ce soit un investisseur, que ce soit des clients, que ce soit un jury pour une sélection dans un prix, dans un concours, que ce soit des partenaires. Le plus important, c'est toujours d'adapter ce pitch à l'audience. On ne commence pas pareil, on ne termine pas pareil si on parle à des investisseurs ou si on parle à un jury. Et là, je dois comprendre chez nous les attentes. Je suis devant des investisseurs. À ce moment-là, je vais accentuer quand je parle, par exemple, sur quand je parle sur mon business model, je mets l'accent sur le business model, je mets l'accent sur la rentabilité. Même quand je termine, je reviens, le call to action, je reviens que mon projet est rentable, que mon projet a du potentiel. Quand je suis devant un jury, les points, les critères de sélection. Si c'est l'innovation, je vais mettre l'accent dans ma proposition de valeur sur mon côté innovant. Dans mes éléments de langage, je vais à chaque fois introduire le mot innovant, le mot qu'il n'y a personne qui l'a fait avant, voilà ce que j'ai rajouté de plus, voilà la spécificité, le feature, les états. Donc ça, c'est très, très important d'adapter le pitch. Si je suis face à des partenaires, qu'est-ce que je peux leur ramener, quel est le plus, en quoi moi, je peux leur être utile. Et c'est vraiment ça, il faut toujours, et finalement, c'est toujours ça, il faut avoir une orientation client finalement. انت اللي قدامك c'est un client قاعد تبيع له. هو شنو هي l'attente نتاعو؟ هو شنو qu'est-ce qui augmenterait sa satisfaction à lui? Comment tu peux adapter ton discours, ce que tu vas dire, les attentes نتاعو هو pour qu'il s'intéresse. Donc ça, c'était le verbal. Maintenant, voilà, le non-verbal. D'abord, pour aller sur le deuxième et le troisième canal, il y a quelque chose qui va les structurer, c'est la gestion du stress. Généralement, pourquoi on rate notre paraverbal ou notre non-verbal? On peut le rater parce qu'on n'a pas conscience, mais je ne pense pas que c'est votre cas à vous. On le rate généralement parce qu'on est envahi par ce qu'on appelle le trac, le stress. C'est quoi le stress finalement? Le stress, c'est un dérivé de la peur. La peur, c'est quelque chose qui nous permet de survivre. Et quand il y a une voiture qui va vous percuter, c'est la peur qui va vous permettre de sauter, d'aller à droite, à gauche ou de reculer. Donc, elle vous donne une stratégie de survie. Mais moi, je dis que le stress, le trac donne une stratégie d'excellence. Vous avez le trac parce que vous voulez bien faire, parce que vous avez une image de vous que vous voulez préserver ou améliorer. Donc, faites-en votre allié. Il ne faut pas que dans votre schéma mental, vous prenez le stress comme quelque chose de négatif qui va vous inhiber. Non. Le stress, ça va être quelque chose, c'est un sentiment qui va vous donner du tonus, de l'énergie pour bien faire. Mais à condition que vous arrivez à canaliser ces répercussions.
C'est votre signal d'alarme, mais ce que vous devez gérer, c'est les répercussions, c'est les émotions qu'il suscite en vous. Alors, je vais être, on n'a pas beaucoup de temps, je vais être très, très bref, ou déjà peut être une formation. Donc, je vais vous donner deux outils, vraiment deux outils. Après, les gens qui sont intéressés par ça, on peut faire ça dans les one-to-one. D'abord, une respiration abdominale profonde. Quand je vais prendre la parole en public, alors c'est le cas de tout le monde, même nous enseignants, les premiers cours étaient des cours où on avait le trac. Même si tu étais en position plus ou moins haute, tu es prof face à des étudiants, mais c'est quand même la prise de parole dans le monde. C'est les situations où les gens ont le plus peur. Et ça, c'est, rassurez-vous, c'est le cas des comédiens, c'est le cas des one-man shows. C'est tout le monde a peur quand il a devant lui une salle de 100 ou 150 ou 200 personnes. Maintenant, voilà, deux techniques pour un petit peu gérer cette émotion-là. Quand on dit la respiration, ça vous permet banal, mais c'est pas banal. C'est quoi une respiration abdominale et profonde? Une respiration abdominale, c'est que je vais mettre ma main sur mon abdomen et je vais inspirer pendant 8 secondes. Je vais inspirer pendant 4 secondes. Donc, profondément. Donc, c'est une grande inspiration. On bloque pendant 4 secondes et on expire pendant 8 secondes. On répète ça 3 fois. Pourquoi je vous dis, ça a l'air banal, mais c'est pas banal. Quand je vous dis ça, vous allez dire, mais ça, je sais que je vais le faire avant mon passage. C'est pas avant votre passage. En fait, il faut que ça devienne un réflexe. Les premières fois où on fait ça, on sent pas tellement l'impact. Plus on fait ça, plus ça devient un réflexe. Plus ça devient un réflexe, d'ailleurs c'est le cas des deux techniques, plus ça devient un réflexe, plus c'est efficace sur vous et plus vous le faites d'une manière inconsciente. Donc, c'est un système, c'est comme si tu as un système immunitaire contre le stress qui se déclenche وحده. ما عادش يتعبك، ما عادش ياخذ من عندك énergie. Donc, 3 fois, vous inspirez, mais là, il faut vraiment être dans un endroit où vous êtes calme. Vous pouvez حتى ماشي البقعة وتمشي للسال دو تسكر على روحك ولا une salle فارغة ولا حاجة. Une inspiration, mais vraiment votre réflexion مخك الكل في الrespiration. C'est vraiment ce qu'on appelle une respiration en pleine conscience. Vous êtes en train de voir l'oxygène rentrer, se bloquer pendant 4 secondes et sortir pendant 8 secondes. Alors, vous imaginez qu'en expirant, vous allez sortir toutes les toxines, toutes les mauvaises pensées que vous avez. Et vous refaites ça 3 fois. Et plus, encore une fois, plus vous mettez, je vais faire ça tous les jours avant de me coucher, je vais faire ça tous les jours, de la pause déjeuner, je vais faire ça tous les jours au réveil. Plus vous institutionnalisez ça, et plus ça va devenir un réflexe, et plus vous allez vous auto-détendre. Après, quand vous avez une prise de parole, le deuxième astuce qui est très important, c'est ce qu'on appelle la visualisation positive. Ça sert à quoi? Tu apaises ton mental et tu rentres dans un état d'esprit qui est très positif. En fait, le cerveau ne fait pas tellement la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus vous allez ancrer des situations dans ce cerveau-là, plus il va les considérer comme réels et il va essayer de les reproduire. D'accord? Donc, demain, je vais pitcher devant
devant tel jury. Et idéalement, si je connais la place, plus je connais d'éléments et mieux c'est. Donc, je vais rester, je vais fermer les yeux et je vais essayer de me voir comme je veux vivre le moment. Comment je veux vivre le moment. Comment je veux me sentir. Je me dis, Sahar, tu veux te voir confiante, sereine, rassurante, convaincante dans ce que tu dis. Je vois mes yeux comme ça, je vois ma gestuelle comme ça, je vois mon corps, comment il est debout, comment je vois le regard du jury, comme je voudrais qu'il soit. D'accord? Et là, vous essayez d'être en ça pendant 20-30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez envie de sentir? Qu'est-ce que vous voulez envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Donc, vous essayez d'activer tous les sens et d'ancrer ceci, de rester dans ce sentiment-là. Et ça, si vous arrivez à le faire 2-3 fois avant le moment J, vous allez réellement sentir la puissance de la visualisation. C'est très puissant. Vous allez déjà rentrer le moment avec, vous êtes familière déjà avec la situation, mais familière avec un état d'esprit positif. Ben, on va aller Amal, je pense qu'on a encore 10 minutes parce qu'on a commencé à 10. Oui, maximum parce qu'on va passer à l'étape suivante qui est les stress, donc pour la sélection des projets. Donc, juste si on peut accélérer un petit peu. Ben, le non-verbal. Alors, le non-verbal, c'est quoi? D'abord, c'est le corps. Le corps, c'est quoi? C'est la posture. Mon corps, il doit pas être très souple, mahloul, et je ne dois pas être tendu. C'est une technique qui est très simple. Ben, quand vous pitchez, il faut que, voilà, quand vous êtes, c'est pour la prise en parole en public en général, vous serrez les abdominaux. Quand vous serrez les abdominaux, vous allez relâcher le haut du corps. Vous allez relâcher les épaules et les bras et les mains. Et ça va donner un tonus en bas et une souplesse en haut. Et ça va donner un air de naturel. Parce que les gens qui sont très mahloulines, très souples, ça donne pas une idée de dynamique, ça donne une idée de nonchalance et c'est pas bon. Et les gens qui sont tendus donnent l'impression qu'ils sont stressés et qu'ils sont pas dans la sérénité, dans la maîtrise. D'accord? Ben, c'est très important d'avoir la verticalité. Alors, ce qui est important quand on prend la parole, c'est ce qu'on appelle la présence. C'est ce qui fait le charisme, en fait. Comment je travaille ma présence? Ma présence, c'est ma verticalité. C'est comme si, d'accord? Alors, qui fait la présence? C'est un ancrage. C'est vraiment d'abord comment la travailler par le mindset. C'est vraiment être ici, présent, ici et maintenant. Je suis vraiment conscient, je suis concentrée. Quand je monte en scène, voilà, sur scène, je le fais en mode conscience. Je réalise quel pas je le fais, je le réalise. D'accord? Je suis dans l'instant à 1000%. Ça, c'est le premier. Ouais. Le deuxième, c'est l'ancrage au sol. Alors, tous les chanteurs, tous les artistes que vous voyez, ils travaillent sur ça. L'ancrage, c'est la relation libine coubine le sol. C'est comme si vous étiez un arbre. C'est comme vous étiez un arbre et c'est le sol qui vous nourrit. Et là, quand je monte sur scène, j'ai toujours en tête ça m'arrive de prendre la parole devant un grand public et je me dis c'est le sol qui me donne son énergie. C'est comme si انت تمشي على الرمل والرمل يعطيك l'énergie تاخذها من عنده. Et c'est comme vous imaginez comme un olivier et c'est le sol qui nourrit ses racines. Et là ça donne énormément de présence. Après, vous avez les mains.
Les mains, elles doivent être souples, elles doivent être légères. Vous devez travailler vos mains, elles doivent bouger, mais pas beaucoup. Votre gestuelle, elle doit être large par moment, serrée par moment. Vous ne devez pas tout le temps être dans l'exubérance ou les bras à droite et à gauche, ou vous ne devez pas être renfermé. Vous devez jouer avec ça. Et après, le regard. Le regard, il est très important. Alors, un astuce. Dès que vous montez, dès que vous arrivez, vous prenez 5 secondes. Vous balayez tous les membres du jury par votre regard. Vous les regardez un à un. Ça ne prend même pas 5 secondes. Vous établissez le contact avec eux. Et quand vous regardez après, quand vous allez parler, vous allez vous allez utiliser l'espace. حاول تقسم ton discours هذاك البيتش نتاعك تقسمه على 3. وفوز utilisez l'espace الكل والespace تقسمه على تقول باش نبدا في الوسط باش نمشي على اليمين بعد نمشي على اليسار والا نبدا على اليمين نمشي في الوسط نمشي على اليسار اللي انت تحب. Mais essayez de partager l'espace, de ne pas être tout le temps en mouvement et de ne pas être statique. D'accord? Donc vous allez partager l'espace. Vous allez partager le mouvement des mains. Parfois, vous allez être dans l'ouverture quand vous parlez, par exemple, du marché. Vous allez être plus fermé quand vous allez rapprocher vos mains quand vous allez parler du business model. Vous allez montrer que vous êtes focus en ça. D'accord? Quand vous allez parler, par exemple, du partenariat, on est plus dans l'ouverture. Quand vous allez parler du call to action, les mains sont devant vous parce que vous vous adressez à votre public. D'accord? Et le troisième point avec lequel vous allez jouer, c'est le regard. Vous balayez d'abord le regard quand vous arrivez. Après, espace, vous allez essayer de fixer une personne. Quand réellement vous avez le trac Barsha, essayez de choisir la personne avec laquelle vous sentez une familiarité. Essayez de rentrer en contact avec son regard et d'accuser réception. Vous allez l'emborder avec vous et ça va vous rassurer. Après, mais essayez de commencer par la personne avec le trac, c'est les premiers moments. De commencer avec la personne chez laquelle vous sentez une certaine empathie, une certaine bienveillance. Donc, c'est ça le non-verbal. C'est ma posture, c'est ma verticalité, ma présence, mes mains, mon regard, mon corps et ma gestion de l'espace. Après, le paraverbal. Le paraverbal, c'est ma voix. C'est comment j'articule. Je peux dire les choses et si je n'articule pas les voyelles et les consonnes, les gens ne vont pas me comprendre. C'est comment je ponctue. Je ponctue. Je mets des pauses. Parfois, c'est une petite pause. C'est une virgule et un point. Parfois, je prends une seconde. Parfois, je prends 2 secondes. Et en fonction de quoi je ponctue? En fonction de l'importance de ce que je vais dire. Quand je vais dire quelque chose d'important, je marque un silence avant. Je marque 2 secondes de silence. Mais ce n'est pas n'importe quel silence. C'est un silence qui doit être accompagné par le regard. Autrement, il va être interprété comme de l'hésitation. Je marque un temps de pause et je regarde un interlocuteur dans les yeux, un membre des jurys dans les yeux. Et après, je fais mon attaque. Et quand je fais mon attaque, j'augmente le volume de ma voix. Je baisse, je termine ma phrase. Et après ma fin de phrase aussi, je vais augmenter de quelques décibels. C'est important de commencer une phrase importante, un message important par un volume important. Je baisse et à la fin, je re-augmente un tout petit peu. Mais ce qui m'amène l'eau. D'accord? Donc, finalement, la parole, c'est quoi? C'est une gestion, c'est une régulation du volume et du rythme. D'accord?
Donc, le rythme, est-ce que je suis lente? Est-ce que je suis pas lente? Est-ce que je suis rapide? Est-ce que je suis pas… Alors, plus on est lent, et mieux c'est. Il ne faut pas que ça soit que… Oui, mais plus tu ralentis le rythme, plus tu donnes de l'envergure à ce que tu dis. D'accord? Parfois, on veut montrer un certain dynamisme, une énergie, on accélère un peu. D'accord? Mais quand je vais être dans la solennité, dans l'importance, je baisse mon rythme. Alors, comment je peux jouer sur ça? Pour réguler mon volume, le volume, c'est la respiration. Quand je prends mes 2 pauses avant quelque chose d'important ou même le volume, je profite pour faire une bonne respiration. Parce que c'est la respiration qui va me donner la force pour les décibels. Et pour réguler mon rythme, je joue sur l'articulation. J'éloigne les syllabes l'une de l'autre. Chaque syllabe prend son sens wahada. Et c'est là où je ralentis mon rythme. Donc, le paraverbal, c'est volume et rythme. Volume, c'est la respiration. C'est aussi… et le rythme, c'est l'articulation. Après, il faut que je sache comment ponctuer en fonction du verbal. D'accord? Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Sahar. Merci pour cette je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je vais vous lire une question déjà de Emna. Comment transmettre un maximum d'informations importantes en 3 minutes tout en parlant calmement avec un rythme soutenu? Il stresse pour le jury final. Chaud. Le travail, c'est la priorisation de l'information. C'est réellement la priorisation de l'information. J'ai 3 minutes. Ce que je veux dire dans les 3 minutes, est-ce que je veux dire 100 choses qui ne seront pas retenues ou est-ce que je veux dire 40 choses qui seront retenues par le jury? D'accord? C'est un arbitrage. Ben, dans tout ce que je dis, fais les 100 choses, par exemple. Quels sont les éléments que je vais choisir? Ce jury, il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il est important pour ce jury? Qu'est-ce qui va faire valoriser mon projet chez ce jury-là? Et c'est en fonction de ça que d'abord je commence par éliminer. La partie la plus dure et où il y a de la souffrance, je vais être entre 10 points importants pour moi, mais il faudrait que je dise que 6. D'accord. Comment je pourrais le faire? D'accord. Mais ça ne se fera pas au dépend du débit et de l'intonation parce que là, vous risquez de perdre quelque chose. D'accord. Une dernière question. Et là, vous avez merci pour les conseils. Merci beaucoup. Ce conseil vraiment excellent. Et là, on a une dernière question. On va essayer de répondre rapidement de la part de Soumaya. Comment convaincre et attirer l'attention de l'autre? Comment attirer l'attention de l'autre? Généralement, en cassant quelque chose qui est une évidence. Femme une évidence, tu le surprends. Maintenant, il y a d'autres techniques. On peut jouer avec l'humour, on peut jouer avec le sarcasme, mais là, je reste plus factuel. Ça, ce sont des techniques qui demandent beaucoup d'entraînement. Et je pense qu'à dans un cadre de pitch ou dans le contexte comme idéalement, il y a une idée reçue, il y a une évidence qu'on pensait et tu vas venir la casser et le surprendre. Mais essayer de surprendre, réellement de sortir des sentiers battus. Maintenant, si la forme peut accompagner, tant mieux, mais dans le fond, voilà, qu'est-ce qui le choquerait? Quels sont leurs profils? Que tu vois un petit peu les profils, ces gens-là, comment je pourrais les choquer, mais d'une manière intelligente et qui ferait que qu'il soit intéressant, que mon projet soit intéressant. Maintenant, on peut voir ça sur les réseaux sociaux, vous me contactez, un cas
le travail, تعطيني le cas où je peux vous aider, mais là, d'une manière générale, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Sahar. Donc, après, il y a d'autres petites questions, genre quel point demander pour quelqu'un pour qu'il me donne son feedback sur ma communication. Comment savoir ce que pense l'autre, du coup, de ce que j'ai fait, quoi. En gros, c'est ça. Et on arrête là pour les questions. Comment pense l'autre? C'est réellement en fin de pitch, vous leur dites, c'est important pour moi, merci de votre écoute et je suis réellement dans une posture, c'est-à-dire que j'aimerais bien que je suis ouverte à avoir vos feedbacks. Déjà, le fait de montrer que vous êtes ouverte à un feedback et que pour vous un feedback est constructif, c'est déjà une manière pour moi, voilà, une manière, vous les mettez à l'aise et vous les incitez réellement à vous produire un vrai feedback avec des axes d'amélioration et ce qui est bon dans le projet, il faut juste le demander et dire voilà que vous êtes dans une ouverture, que vous ne le prenez pas d'une manière personnelle, que ça va vous aider. Et Nata, vous m'obligez à faire un débit, que ça va vous aider à avoir à avancer dans améliorer. Ouais. Voilà. Très bien. En fait, c'est ça. Et moi, je pense même la réaction de l'autre, le fait qu'il nous écoute, qu'il reste concentré, il ne tient pas son téléphone, il ne regarde pas ailleurs. Ça aussi, ça montre aussi qu'on a intéressé, on a capté l'attention de quelqu'un. Alors, tout le monde vous remercie. Je vois, merci énormément. Aman, juste par rapport à ça, je veux juste ajouter, peut-être que j'ai compris la question, juste ajouter un point. Ce que tu dis, c'est très vrai. Quand on a quelqu'un qui est faux, c'est top. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui est sur son téléphone, ne l'interprète pas. Il y a des gens qui sont multitask. Il y a des gens, il ne faut pas que ça vous déstabilise et que vous dites que non, il n'est pas en train de m'écouter ou qu'il ne s'intéresse pas. Non, les gens, ma carte n'est pas le territoire. Il y a des gens qui peuvent écouter 2-3 personnes en même temps et ça ne doit pas, ça ne doit pas vous déstabiliser dans la pertinence de ce que vous dites. Restez focus sur votre objectif à vous. Très bien. Madame Sahar, pas mal de participants, de doctorants des 4 différents pays demandent comment ils peuvent vous contacter. Est-ce que, avec votre permission, on peut leur communiquer votre email? Avec plaisir. Je suis sur LinkedIn, je suis sur les réseaux sociaux, avec plaisir. Si vous permettez, c'était vraiment un plaisir. Si vous permettez, je souhaiterais de ma part aussi remercier Madame Sahar pour le partage de toutes ces informations intéressantes auprès de nos doctorants. J'espère que ça va être utile pour eux et ils vont les appliquer pour demain, pour le jury de demain, mais pas que, parce que demain, ça va être en ligne, mais probablement vous aurez d'autres opportunités pour vous exercer. Et je vous remercie également pour la générosité et de l'information. Et on voit ça depuis votre discours et la manière dont vous présentez ça aux doctorants. Et aussi d'avoir accepté de partager vos contacts avec les jeunes qui vont probablement vous contacter très prochainement. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Plaisir pour moi et merci pour la confiance. Merci Wafé pour la confiance et merci. Merci. Et on aura le plaisir d'avoir Madame Sahar parmi nos experts cet après-midi. Donc, sans trop tarder, on va arrêter le live. Merci encore, Madame Sahar, pour votre formation. Et on va passer à l'annonce des projets demi-finalistes et au choix des experts pour les sessions privées de cet après-midi. Merci. Merci. Donc, je viens de partager avec vous l'adresse email de Madame Sahar si jamais vous avez besoin d'elle. Donc, on passe maintenant à... Avant d'annoncer, Amal, s'il te plaît, je souhaiterais dire un mot. Est-ce que on vérifie si le live est arrêté, Madame Gien. D'accord, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Madame Gien. Donc, on va vous annoncer très prochainement, là, tout de suite, donc la liste des projets qui ont été retenus. Je tiens, avant d'annoncer ça, à vous dire que la sélection était rude,
que tous les projets étaient excellents, et que vous avez tous un potentiel, mais c'est le jeu, hein, c'est le concours, c'est ça, hein, c'est les règles du jeu. On peut pas malheureusement faire passer tout le monde, mais on a été contraint à sélectionner une dizaine de projets, et avec l'équipe de Connectinov, c'était pas du tout évident, hein. Donc vous étiez vraiment très proches et c'était d'excellents projets. Maintenant, la prochaine étape avant d'annoncer, je vais essayer de vous redire des choses peut-être que vous avez entendues dès le lancement des doctorales, c'est que les gens qui vont être les porteurs de projets qui vont être retenus tout à l'heure, qu'on va annoncer tout à l'heure, il faut qu'il ait une certaine